Merci de nous rejoindre pour la seconde partie de cette émission Mars Bleu sur l'aimant bleu à l'occasion du mois d'information, de sensibilisation sur le cancer colorectal. L'occasion de s'occuper sur l'aimant bleu de notre santé avec nos invités spécialistes des HUG, le docteur Thibaut Köster qui était d'ailleurs avec nous dans la première partie de cette émission. Vous restez avec nous, vous êtes, je le rappelle, médecin oncologue, responsable du centre du cancer colorectal et vous êtes responsable du Tumor Board. On verra dans quelques instants ce dont il s'agit. À vos côtés, le docteur Jérémy Meyer, qui est chirurgien colorectal, coordinateur du Centre du cancer colorectal. Et puis également le professeur Frédéric Ries, chirurgien colorectal, co-responsable du Centre du cancer colorectal. Vous êtes expert en chirurgie minimalement invasive et on verra avec notamment les nouveaux robots, les nouvelles plateformes, que tout cela a quand même considérablement changé. Et puis à vos côtés, Sabra Kigouk, infirmière spécialisée en santé publique au service d'oncologie, car le patient est vraiment au centre de tout ce parcours et son confort est vraiment très important. On expliquera après comment se fait le retour aussi à la normale, car il y a aussi toute une démarche que vous accompagnez au HUG. Tout d'abord, docteur Thibaut Köster, on va parler de l'approche dans les traitements, car il est très important de rappeler qu'elle est multidisciplinaire. Il n'y a pas un seul traitement, il y a plusieurs faisceaux, plusieurs manières d'aborder les choses et de les faire avancer conjointement. Absolument. Le cancer, c'est une maladie complexe. Et quand on doit traiter un cancer, d'abord, il faut le diagnostiquer. Et donc, il va y avoir déjà plusieurs spécialistes qui vont nous aider au diagnostic. On peut nommer les radiologues, les pathologues ou les gastro-entérologues, comme on l'a vu dans la première partie de votre sujet. Et puis après, dans la phase de traitement, il va y avoir aussi plusieurs spécialistes, chirurgiens, oncologues. Je tiens à souligner aussi que tous ces médecins sont accompagnés, et c'est la multidisciplinarité, d'autres personnes extrêmement importantes dans la prise en charge, qui sont les nutritionnistes, les travailleurs sociaux, donc on pourra parler avec Madame Kigouk qui est avec nous aujourd'hui, de même que les physiothérapeutes, et pas oublier non plus tout ce qui est administratif qui nous aide à pouvoir, on va dire, emballer une prise en charge optimale pour chacun de nos patients. Alors, il est important de rappeler que les médecins sont impliqués, les spécialistes évidemment du cancer colorectal, qui travaillent aussi conjointement avec le médecin de ville, le médecin de famille. Le médecin référent, c'est très important. On a tous ici, j'espère, un médecin de famille. Il reste extrêmement important la prise en charge. Quand on est dans un moment aussi intense que la prise en charge oncologique, il va y avoir peut-être un changement de ce médecin référent. Ce sera peut-être le chirurgien pour une maladie localisée qui sera le maître d'œuvre. Et puis à un moment donné, si cette maladie devient généralisée, peut-être avec des métastases, l'oncologue va devenir au premier plan, mais toujours, et je pense que c'est extrêmement important, toujours en se référant aussi au médecin traitant qui connaît le mieux le patient. Aujourd'hui, il faut aussi rapporter que les nouvelles technologies, le dossier du patient, par exemple CARA, nous aide à transmettre des informations. MyHUG sert aussi à transférer des informations pour, encore une fois, que la prise en charge soit optimale. Alors vous parliez de l'oncologue qui accompagne le patient, professeur Frédéric Ries, quand on parle de l'oncologue, il peut s'agir d'un oncologue au HUG, mais également d'un oncologue qui est en dehors des HUG, et en fait, toute cette partie du corps médical travaille de concert ensemble, pas en silo. Alors oui, c'est ça qui est extrêmement important, c'est qu'on soit toujours multidisciplinaire. Alors il faut un chef d'orchestre qui va recevoir et qui va être en quelque sorte le défenseur des intérêts du patient, et puis qui va bien le connaître et qui va travailler avec un oncologue qui peut venir de l'extérieur, qui viendra présenter son patient, un chirurgien qui aura fait le diagnostic à l'extérieur, ou un gastro-entérologue, ou même un médecin traitant. Et donc on se tient à disposition à l'intérieur et à l'extérieur des HUG pour leur permettre de nous interpeller, de discuter des cas, des situations difficiles pour prendre la meilleure décision pour lui, pour elle. Les différents cas que vous décrivez, qui choisit en fait? C'est le patient qui reste toujours celui qui va décider? Alors, le patient, il va décider qui va voir en premier, puis ensuite, il va être adressé à un chirurgien, et puis ensuite, ce sera souvent le chirurgien référent ou l'oncologue référent qui va être ce sera toujours le premier interlocuteur. Et ça dépendra, et c'est vrai que le patient a le choix de décider qui sera son médecin référent. Et pour aider justement à la décision en matière de traitement, il y a le Tumor Board. Alors peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler, vous ne savez peut-être pas ce dont il s'agit. Eh bien, on voit quelques images que nous avons été tournées ces derniers jours. Docteur Jérémy Meyer, vous vous occupez évidemment de ce Tumor Board. De quoi s'agit-il? Qui intervient et que se passe-t-il sur les images que l'on découvre à l'écran?
Alors oui, évidemment, donc le Tumor Board donc, réunit plusieurs spécialistes, plusieurs experts donc, des différentes disciplines qui vont intervenir dans le diagnostic et la prise en charge du cancer colorectal. Alors il y a tout d'abord les oncologues, les chirurgiens, les radiologues, les pathologues, les radio-oncologues, ainsi que dans un tumor board plus spécialisé, donc les radiologues interventionnels. Et on va tous se mettre autour d'une table donc pour discuter des cas du patient et décider de la prise en charge optimale pour la pathologie présentée. Donc là, on a vu différents spécialistes, différents corps de métier qui sont associés à ce tumor board. On a vu également quelqu'un qui était en visio. Il peut s'agir aussi du médecin référent, du patient qui également participe à cette discussion. Alors tout à fait, donc je pense comme on l'a déjà discuté, donc le tumor board est ouvert à tous, que ce soit aux praticiens, aux différents spécialistes, que ce soit pour un premier diagnostic ou pour un second avis. Et effectivement, donc on peut référer soit au sein des hôpitaux universitaires de Genève, soit depuis l'extérieur, les patients au tumor board. Ça peut se faire soit en contactant directement le secrétariat de chirurgie colorectale, d'oncologie, du centre du cancer colorectal, et aussi via le site internet du centre des cancers, où il y a un formulaire qui s'appelle e-tumor board. Donc on rend toutes les informations liées au patient, et donc on peut référer le patient. Ensuite, la personne qui réfère le patient peut assister, donc soit en présentiel, soit en visioconférence, soit au tumor board, aux discussions, peut interagir avec les différents spécialistes et enfin reçoit directement donc, la conclusion des différents experts. La plupart du temps, le patient n'est pas présent à ce tumor board. Alors, la plupart du temps, le patient n'est pas présent lors de ce tumor board. Et c'est en fait lui qui décide quand même finalement. Le tumor board ne décide pas pour lui en son absence, on est bien d'accord. Alors, le tumor board, la décision ultime, bien sûr, incombe au patient. Le patient est libre de décider de sa prise en charge. Et nous, on va formuler une recommandation qui sera bien entendu discutée par la suite avec le patient, que ce soit par l'un ou des spécialistes présents, ainsi que par le médecin référent. Pour qu'on ait un ordre d'idée, il y a combien de cas toutes les semaines que vous pouvez traiter lors de ce tumor board en moyenne ? Alors, lors du tumor board, donc des tumeurs digestives, il y a à peu près entre 20 et 25 cas. Concernant le cancer colorectal, à peu près 10 ou 15 cas hebdomadaires. Docteur Jérémy Meyer, autre question, l'annonce du diagnostic, on en a parlé avec les témoignages qu'on a écoutés dans la première partie de cette émission. Ça fait toujours l'effet d'un choc, naturellement, quand on apprend un tel diagnostic, lorsque le cancer colorectal est déterminé et annoncé au patient. Comment est-ce que cela se passe et comment fait-on en sorte pour que le patient ne soit jamais seul ? Alors effectivement, donc l'annonce du diagnostic arrive surtout si vous êtes dans un programme de dépistage, que vous n'aviez pas de symptômes, ça arrive comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est-à-dire on va se faire dépister et tout d'un coup on se retrouve avec un diagnostic de cancer. Si on a des symptômes, généralement on est un peu préparé, donc par le médecin référent, que ce soit le gastroentérologue ou le médecin traitant, à l'annonce du diagnostic. Donc nous, quand on voit le patient, généralement il a déjà été vu par quelqu'un au préalable, mais il faut suivre les différentes phases. Enfin, l'annonce du diagnostic est relativement standardisée. Au tout début, c'est la phase médicale dans laquelle on va informer le patient. Souvent, ils ont des questions. Le pourquoi j'ai le cancer. Donc, on peut revoir avec eux les facteurs de risque, expliquer. On peut aussi revoir donc, les différents examens qui ont été faits pour grader le cancer. Et ensuite, il y a le comment. Donc là, on va discuter de la prise en charge médicale détaillée, justement en suivant les recommandations du tumor board. Docteur Thibaut Kessler, le médecin référent, là aussi un rôle très important à jouer lors de l'annonce ou juste après l'annonce de la maladie. Oui, on l'a entendu dans les deux témoignages. Ça a été très compliqué pour ces deux patientes. Et c'est vrai d'avoir quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui peut apporter l'information importante, mais quelqu'un qui peut accompagner à ce moment-là et durant le reste de la prise en charge va être extrêmement important. C'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir vraiment être là à d'autres moments pour être comme une sorte de bouée à laquelle le patient peut se raccrocher parce que c'est extrêmement compliqué. Et qui permet d'expliquer, de rassurer, parce que parfois, lors de l'annonce, on est parfois un petit peu sonné, ça peut être très clair. Et puis on a du mal à entendre ou à comprendre. On recommande généralement justement que ces moments d'annonce soient faits aussi avec un proche, pour pouvoir aussi être sûr que la personne ne sera pas seule face à cette annonce, face à cette maladie, et puis ne soit pas seule dans les heures et les jours qui suivent. Alors on en reparlera tout à l'heure avec vous, Sabra Kegouk, vous êtes infirmière. Le patient n'est jamais seul, évidemment, lors du moment de l'annonce, pendant le traitement, on va en parler dans quelques instants. Et surtout, ça continue, c'est dans la durée jusqu'à l'après. Oui, totalement.
En fait, le rôle des infirmières de santé publique dans le service d'oncologie est vraiment de faire le trait d'union et de pouvoir accompagner sur le court, moyen et long terme le patient et les proches aidants, qui sont des éléments très, très importants. On essaye de regarder leurs besoins et d'anticiper le plus en amont possible avec un travail de collaboration dans l'intra et l'extra-hospitalier. Ouais. Qui est fait directement avec le patient ou aussi parfois sans le patient, mais pour veiller à ce que tout se passe bien pour lui? Oui, alors nous avons un contact privilégié avec nos médecins. Donc c'est vrai que ce regard soignant est assez intéressant parce qu'on peut anticiper avec les médecins ce qui va se passer. Et puis après, on rencontre les patients et les proches aidants pour les accompagner tout au long. On va en parler un petit peu plus en détail dans quelques instants. On va maintenant parler plus en détail des traitements. C'est vraiment important. Professeur Frédéric Ries, la préparation à la chirurgie, comment est-ce qu'elle s'organise ? Alors, tout d'abord, je pense que dans le cancer colorectal, la première chose qu'un patient doit se dire, c'est que c'est une maladie dont on guérit. Et on en guérit mieux si on le dépiste précocement. Et on a beaucoup de chances d'en guérir. On a beaucoup plus de chances d'en guérir que d'en mourir. Et ça, c'est quelque chose qui est un message très, très important. Ensuite, le rôle, quand on va commencer à les prendre en charge, ça va être de déterminer un petit peu quelles sont leurs forces et leurs fragilités. Il faut imaginer que le patient, il va courir le Ironman de sa vie et qu'il doit arriver à la ligne d'arrivée en étant en forme, qu'on va essayer de le guérir et de le ramener à une vie sans cancer en étant d'abord en rémission puis en guérison. Et donc, afin de permettre ceci, on va mettre en place toute une série de mesures, notamment ce qu'on appelle la réhabilitation améliorée après chirurgie, où des infirmières vont évaluer nos patients pour les amener à la chirurgie et au travers de la chirurgie de manière facilitée, en évaluant leurs besoins nutritionnels, et voir s'il y a quelque chose à compenser, en évaluant s'ils ont une anémie, donc une perte de globules rouges qu'il faudrait corriger avant une opération pour que l'opération se passe mieux, en évaluant les différents éléments qui vont leur permettre de passer au travers des traitements, au travers de la chirurgie, de la meilleure manière possible. Alors, il y a beaucoup d'informations qui sont collectées et qui concernent le patient dans ce parcours de soins. La coordination de ce parcours de soins, justement, Dr Thibaut Kessler, elle s'organise de manière quand même très, très pointue. Bah oui, elle est extrêmement pointue parce que, comme on l'a entendu, il y a beaucoup d'intervenants. Qui dit beaucoup d'intervenants, vous venez de le dire, beaucoup d'informations. Il ne faut certainement pas que cette information se perde. Et donc, nous avons à HUG des gens qui sont chargés de cette coordination. Alors, elles peuvent s'appeler case managers. Ce sont des infirmières spécialisées qui, soit sont présentes durant les consultations, comme par exemple en chirurgie, mais aussi pendant les tumor boards. Et elles vont collecter toute cette information. C'est le fil rouge, finalement, qui va permettre vraiment d'être sûr que le patient reçoit les traitements et certainement les meilleurs traitements. On appelle aussi infirmière référente. Ce sont deux termes qu'on utilise actuellement. Sabra Kikouk, ça veut dire quoi concrètement dans votre quotidien, dans votre métier? Vous regardez un petit peu la planification des rendez-vous entre différents spécialistes, les examens, l'agenda en fait du patient ou de la patiente? Alors, la plupart du temps, c'est nos médecins qui nous appellent pour nous dire il y a une fragilité peut-être, ou il y a ce patient qui aurait besoin de vous voir. Donc, on les reçoit bien volontiers et il faut tisser un lien de confiance déjà et puis de pouvoir être là pour lui et l'accompagner tout au long de son processus. Le patient peut aussi nous appeler directement. Il y a plusieurs questions qui peuvent se poser de l'ordre familial, professionnel, administratif. Et nous essayons de leur trouver réponse à ça. Quels sont les cas les plus fréquents qui remontent vers vous, dont les patients font état? Quelquefois, les patients peuvent être en inquiétude sur leur rôle professionnel. Comment je vais l'annoncer à mon employeur? Est-ce que ça aura un impact financier? Comment je vais l'expliquer à mes collègues? Et aussi tout l'impact familial. Comment mon conjoint va-t-il le vivre? Comment je vais l'annoncer à mes enfants? Qu'est-ce que je pourrais ou pas faire à domicile? Est-ce qu'il me faudra de l'aide ou pas? Est-ce que c'est pris en charge ou pas? Donc, au-delà de l'aspect médical, c'est en fait tous les aspects de la vie du patient ou de la patiente qui sont remis en question après l'annonce de la maladie lors du traitement. Exactement, parce que malheureusement, le patient est touché, mais il y a toute sa sphère environnementale qui est touchée. Et c'est pour ça que ces émissions sont très importantes, parce que chacun de nous aura un jour ou l'autre un proche, un collègue touché.
Donc, c'est important que ce sujet soit abordé. Alors, on le rappelle, le cancer colorectal est une maladie qui est fréquente, avec des moyens de prévention, on l'a vu tout à l'heure, qui sont quand même très simples, très faciles et très efficaces. Et ce sont aussi les traitements, Dr Jérémy Meyer, qui sont également de plus en plus efficaces et aussi de moins en moins invasifs. Alors, tout à fait. Donc, j'aimerais insister sur le fait que le traitement du cancer colorectal est principalement chirurgical, sauf bien sûr exception et cas particuliers, et qu'avec la chirurgie, on arrive donc à des très bons résultats. À plus juste titre, si le cancer colorectal est diagnostiqué à un stade précoce, et donc c'est là justement qu'est l'utilité du programme du dépistage, donc qui permet de diagnostiquer le cancer plus tôt, ce qui améliore les chances de succès du traitement chirurgical. Alors, historiquement, le cancer colorectal s'opérait par voie ouverte, c'est-à-dire on faisait une grande incision au niveau de l'abdomen et on enlevait la tumeur et on enlevait aussi les éventuelles disséminations de cette tumeur. Dans les années 90, on a vu l'avènement de la laparoscopie, c'est-à-dire on va insuffler votre abdomen avec du gaz et puis on va mettre des petites valves dans lesquelles on introduit des instruments, ce qui a permis d'améliorer considérablement la récupération après chirurgie, notamment en termes de douleurs post-opératoires, en termes de reprise du transit et aussi en termes de durée de séjour. Donc les patients allaient beaucoup mieux et récupéraient plus vite. Et plus récemment, on a vu encore une amélioration donc, de cette chirurgie minimalement invasive avec la chirurgie robotique. Alors là, si vous voulez bien, je me permets de vous interrompre parce que vous savez ce qu'on va faire? On va vous retrouver sur le terrain au HUG avec vos collègues pour vous nous expliquer justement comment cette robotique, on parle même de plateforme plutôt que de robot d'ailleurs. Alors tout à fait. Ouais. La robotique, ce sont plutôt des instruments téléopérés, donc qui sont toujours sous le contrôle du chirurgien. Alors, on va voir justement de ce dont il s'agit et cette solution s'appelle, comme Léonard, Da Vinci. Le robot Da Vinci est effectivement une nouvelle technologie. C'est l'une des nombreuses plateformes robotiques qui existent sur le marché, mais c'est la plus avancée. Traditionnellement, la chirurgie colorectale était effectuée d'abord par voie ouverte, puis par voie laparoscopique. La voie laparoscopique, c'est le fait de prendre une caméra, de gonfler le ventre et travailler avec des instruments droits, qui sont comme des baguettes chinoises. Malheureusement, ça ne nous permet pas suffisamment de flexibilité et le robot a amené non seulement une vision tridimensionnelle, mais en plus l'amélioration des degrés de liberté. Donc, une fois que le robot est en place, tout se passe au niveau donc, du centre de contrôle du robot, qui est la console chirurgicale. Donc le chirurgien principal va aller s'asseoir dans cette console et ensuite, tel un pianiste jouant de sa partition, il va utiliser ses mains et ses pieds pour manipuler les instruments téléopérés. Donc les mains vont se mettre dans des sortes de petites pinces qui vont transmettre fidèlement tous les mouvements du chirurgien à la plateforme robotique et les pieds vont servir soit à sélectionner les différents instruments robotiques et aussi à manipuler les fonctions complexes telles que les outils de coagulation ou encore les agrafeuses chirurgicales. Donc la particularité de cette plateforme robotique est qu'elle intègre la réalité augmentée, donc qui permet de visualiser la perfusion des tissus, ce qui est une fonction un peu, si vous voulez, indispensable en chirurgie pour le cancer colorectal. Professeur Frédéric Ries, on vous a vu dans le reportage. Est-ce que le volume des patients aujourd'hui permet aux chirurgiens de se spécialiser par organe? Alors oui, et ça c'est quelque chose qui est assez nouveau, en tout cas en Suisse, où on vient d'une génération de chirurgiens généraux à des chirurgiens spécialistes. Aujourd'hui, à Genève, par exemple, on fait environ 300 résections colorectales majeures, dont en tout cas 150 résections oncologiques. Donc, on a vu au travers des différentes publications publiées dans la littérature scientifique que plus on opère la même chose, meilleur on est. On diminue la mortalité, on augmente la survie sans récidive, à tel point qu'il y a même eu une initiative nationale dite de médecine hautement spécialisée pour le cancer du bas rectum en dessous de 12 cm. Et Genève est l'un des 2 seuls centres romans avec le CHUV et l'un des 15 seuls centres en Suisse à avoir l'autorisation de pratiquer cette chirurgie, avec des résultats qui sont audités et qui sont contrôlés. Il faut également parler de ce que l'on appelle les traitements systémiques. De quoi s'agit-il? Chimiothérapie, radiothérapie. Docteur Kessler, ça intervient ça plutôt en complément? Oui, exactement. Donc, lorsque la tumeur est localisée, on l'a entendu, le traitement principal, c'est la chirurgie. Et la chimiothérapie ou la radiothérapie va venir comme un complément qui peut être donné soit avant pour peut-être faciliter le traitement du chirurgien, soit après parce que de certaines tumeurs pourraient avoir un plus haut risque de récidiver. Et donc voilà, à ce moment-là, on donne le traitement systémique après.
Est-ce qu'on se dirige aujourd'hui vers ce qu'on pourrait appeler une oncologie de grande précision ? Alors ça, c'est la révolution qu'on est en train de vivre maintenant. C'est la médecine personnalisée où le traitement est vraiment personnalisé à chaque individu. On a entendu, on a des experts chirurgiens maintenant qui sont ultra spécialisés. Pour les traitements oncologiques, c'est la même chose. On va aller jusqu'à l'individu, on va analyser son cancer personnel jusqu'aux gènes qui ont été mutés et essayer de trouver le traitement qui ira pour un patient plus que pour un autre, avec une idée. L'idée est très simple, plus d'efficacité si c'est personnalisé et peut-être aussi moins d'effets secondaires. Bon, l'objectif, on l'a compris, c'est vraiment la guérison du patient en prenant en considération son choix, sa décision, sa qualité de vie. Ça, c'est un aspect très important également. Ah oui, et c'est quelque chose qui est intrinsèque à nos décisions. Parce que lorsqu'on voit un patient et on lui a annoncé ce diagnostic de cancer... Tout le monde ne réagit pas pareil. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. On l'a entendu, certaines personnes vont être plutôt jeunes, certaines personnes vont être en couple. Et donc, ça vient comme un vraiment coup de tonnerre. Et à ce moment-là, ce qui est très important pour les médecins qui s'occupent de lui, c'est de comprendre quelles sont les valeurs du patient, quelles sont ses attentes, quels sont ses objectifs de vie et comment il souhaite que cette phase de traitement se déroule. Et c'est des consultations qui doivent prendre du temps. Il faut pouvoir s'asseoir et en discuter avec les patients. In fine, c'est une discussion ouverte, éclairée entre un médecin et un patient. Et à la fin, ce sera toujours le choix du patient qui sera écouté. Professeur Ries, quand il s'agit du cancer du côlon, est-ce que le moment de la chirurgie est quand même un moment charnière et très important en termes de qualité de vie ? Alors c'est un moment charnière parce qu'on a besoin que le patient soit engagé dans son traitement et nous fasse une confiance aveugle, puisqu'il nous donne une forme de chèque en blanc avec lequel on va essayer de le traiter le mieux possible. Et sa qualité de vie, elle fait partie vraiment de l'arrière-pensée, tant sur le plan physique, sur le plan sexuel, sur le plan de ses fonctions de la défécation. On l'oublie souvent, mais quand on touche au côlon, on risque d'altérer sa défécation. Ou alors, chez certains patients chez qui on est obligé de placer une poche, ce qui s'appelle une stomie. Et ça, c'est des choses qu'on discute beaucoup avec nos patients en essayant de déterminer qu'est-ce qui est le mieux pour eux et quelles sont leurs valeurs afin qu'on puisse effectivement les amener vers une bonne qualité de vie. Puisqu'on a beaucoup de chances de les guérir, nos patients vont donc guérir et vont vivre. Et ça n'a aucun sens de les faire vivre sans qualité de vie. Et on veut leur faire vivre en oubliant l'hôpital, en oubliant leur traitement et en leur permettant d'arriver à la prochaine phase de leur vie de la meilleure manière possible. Alors c'est à l'infirmière spécialisée que je m'adresse, Sabra Kigouk. L'image de soi, justement, comment est-ce que vous pouvez accompagner vos patients pour qu'ils puissent maintenir une bonne estime et une bonne image d'eux ? Oui, je surenchéris à ce qui a été dit. C'est l'idée de partir de ses besoins, de comment c'est pour lui, comment c'est pour son conjoint, pour ceux qui ont des conjoints, et de pouvoir fusionner ça et puis de travailler avec eux au fur et à mesure, étape par étape, sur ce processus. En fait. Donc il y a une approche qui est personnelle, vous l'avez dit tout à l'heure, professionnelle, avec beaucoup d'appréhension par rapport au milieu du travail, comment est-ce que ça va être accueilli, comment est-ce que je vais retrouver mon emploi ou pas, et puis le côté émotionnel aussi. Oui, il y a des pratiques justement qui sont conseillées aussi. Oui, alors le service d'oncologie a toujours fait le choix de prendre des infirmières spécialisées en santé publique. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'en tant que soignant, on est rodé un peu au soutien relationnel, à l'écoute. Et ça, c'est vraiment un critère qui est très aidant dans le poste que j'occupe avec mes collègues. Aidant, c'est le mot qui sonne comme une cloche justement des proches aidants. Là aussi, leur rôle est primordial. Oui, totalement. Quelquefois, c'est un peu le parent pauvre de notre structure hospitalière, lourde structure, mais de plus en plus, on les introduit, on les intègre dans le processus. Et c'est une très bonne chose parce qu'ils ont besoin aussi du soutien. Alors, parfois des appréhensions liées évidemment à l'état de santé des patients, et puis parfois aussi la maladie qui amène beaucoup de complications administratives, des papiers. Et là, vous agissez un peu comme une éclaireuse pour un peu les aider dans ce dédale de démarches. Oui, totalement. Oui, c'est vrai que ça fait partie du quotidien et on l'oublie souvent. Le patient a beaucoup d'appréhension quelquefois quand il doit faire face à est-ce qu'il faut que je fasse une demande AI ou pas, comment je vais faire face à mes charges, si je n'ai pas les finances, comment je vais faire pour trouver des ressources en fait. Donc là, nous sommes aussi un partenaire pour les aider dans ce processus.
On a compris que les HUG étaient très avancés sur cette maladie, le cancer du côlon. Frédéric Ries, je vous pose la question quand même de manière très cash. Est-ce qu'il y aura bientôt un premier centre certifié cancer du côlon ici à Genève au HUG? Alors oui, c'est évidemment le projet. Donc on a un centre du cancer colorectal. On a l'accréditation nationale au niveau de la médecine hautement spécialisée et très prochainement, on est en train de finir d'envoyer les derniers éléments qui nous manquaient pour faire une certification européenne du centre du cancer pour que nous soyons certifiés. On sera les seuls en Suisse romande certifiés et il n'y a que 15 centres en Suisse qui sont certifiés sur le colorectal. Donc c'est un petit peu comme notre étoile Michelin pour l'équipe multidisciplinaire qui s'occupe du cancer colorectal. Allez, docteur Thibaut Köstner, c'était vous qui revient le mot de la fin. Vous nous accompagnez depuis le début de cette émission Mars Bleu sur l'aimant bleu. Cette édition 2024 de Mars Bleu, si on devait retenir un message important, lequel serait-il ? Ce n'est pas une fatalité. On peut tous agir en prévention pour éviter le développement de cette maladie. Si vous avez l'âge, faites-vous dépister et puis surtout, retenez, c'est une maladie qu'on peut guérir, mais qui impliquera une équipe pluridisciplinaire, experte. Et donc, voilà, choisissez bien les gens qui prennent soin de vous et on est là pour s'occuper de vous. Et vous l'avez été pendant plus d'1 heure sur l'aimant bleu. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission exceptionnelle Mars Bleu. Et puis n'hésitez pas naturellement à en parler à vos professionnels de santé, à vos médecins. L'important, c'est évidemment de pouvoir parler de cette maladie. C'est ce qui est fait tout au long de ce mois de sensibilisation sur le cancer colorectal au cours de Mars Bleu. À bientôt sur l'aimant bleu.